Les rêves nous renseignent sur ce qu'il y a de plus intime, de plus secret en nous. Mais sont-ils également susceptibles de nous renseigner sur le monde et sur ce qui nous entoure? Loin de représenter une forteresse inviolable, les rêves et les images qui les peuplent sont ancrés dans une réalité sociale, historique et politique. Et même technique. Si je rêve que je communique avec quelqu'un aujourd'hui, ce sera via un iPhone et non via une lettre. Si je rêve que je voyage, ce sera en avion et non en calèche. Nous portons en nous le monde, et celui-ci, le monde, s'infiltre en nous. Je rêve la société, comme la société me rêve. Ainsi, lors de l'élection présidentielle où Nicolas Sarkozy a été élu, les psychanalystes ont rapporté que leurs patients rêvaient du président. Ceci peut sembler tout à fait anecdotique, mais dans des circonstances plus graves, plus tragiques, les rêves ne sont-ils pas un document, une source précieuse et originale afin de nous renseigner et nous documenter sur une époque? C'est le travail précieux qu'a accompli la courageuse Charlotte Bérath, en rassemblant, au sein d'un ouvrage rêvé sous le Troisième Reich, un matériau de plus de 300 rêves effectués en Allemagne de 1933 à 1939. 1933, rappelons-le, correspond à l'accession au pouvoir d'Hitler, par des voies légales, j'insiste là-dessus, mais également correspond à la création des premiers camps de concentration. Quant à 1939, la date est bien connue, c'est le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Durant 6 ans, Charlotte Bérath va donc récolter et compiler, consigner les rêves des Allemands. Elle va s'intéresser à un chef d'entreprise allemand qui va rêver que Goebbels, le chef de la propagande nazie, lui rend visite dans son usine et lui demande d'effectuer le salut nazi. Celui-ci met dans son rêve plus d'une demi-heure pour accomplir le geste. Et encore, son bras se brise. Goebbels, encore lui, va s'inviter dans le rêve d'une femme. Celle-ci rêve qu'elle discute avec des amis près d'un poêle pour se chauffer, quand un SA débarque chez elle, se penche sur le poêle, l'ouvre. Alors, toutes les voix, tous les sons, toutes les paroles qui ont été prononcées précédemment résonnent dans la pièce et dénoncent la femme et ses amis. « Mon Dieu, se dit-elle, pourvu que mes pensées contre Goebbels ne sortent pas. » Je ne saurais que trop vous encourager à consulter l'ouvrage de Charlotte Bérath, qui se lit très facilement. En lisant ces témoignages oniriques, on constate qu'en cette période charnière et troublée, les rêves deviennent particulièrement poreux, à la lisière du privé et du public, et intègrent aux problématiques personnelles du rêveur des questions éminemment politiques. Tout porte donc à croire que les rêves ont une dimension politique et sont une sorte de place publique, pour reprendre l'expression de Toby Nathan, où l'individu débat, et se débat intérieurement. Rêve de surveillance, rêve de dénonciation, rêve d'humiliation, les rêves sous le Troisième Reich présentent souvent des hommes et des femmes terrorisés par le régime. Seulement, et c'est là le plus surprenant, le rêve du capitaine d'industrie, ou le rêve de cette femme près du poêle ayant des propos sévères sur le régime, n'ont pas été faits des années, mais quelques jours après la prise du pouvoir d'Hitler, à un moment où bon nombre d'Allemands adhéraient au programme nazi avec enthousiasme. C'est comme si les rêves étaient en avance sur le rêveur, comme s'ils en savaient plus long que le rêveur sur lui-même et sur la situation. C'est comme si, pendant le laps de temps consacré au sommeil et à ce dialogue de soi avec soi, c'est comme si, pendant ce laps de temps où l'individu n'a aucun compte à rendre à l'extérieur, le rêveur devenait particulièrement lucide quant au régime et à sa nature. Le rêve alerte et prévient du danger. Il offre un signal à la conscience du rêveur. L'activité onirique serait alors, comme l'a écrit Jonathan Crary dans un ouvrage que nous commenterons, un processus incessant et turbulent de convergence entre un présent vécu, celui d'un maintenant, et les fantômes d'un futur instable et encore indistinct. C'est là peut-être l'autre versant politique du rêve, résister au présent au nom de l'avenir, un avenir qui reste inventé, à créer. Dans les camps de concentration, parmi ces hommes et ces femmes emmenés vers une mort certaine et victimes au quotidien de l'expérience de la déshumanisation la plus totale, le rêve reste une façon de s'échapper. C'est ce que Jean Carroll a appelé les rêves saluts, des rêves qui sont pauvres en action, mais qui offrent un foisonnement de couleurs
d'images, des bleus bienveillants, des rouges flamboyants, des couleurs qui renvoient à un langage primal, sans mots, et à ce qui demeure inaltérable, non corruptible en chacun d'entre nous, notre pulsion de vie, notre envie de vivre. Derrière l'expérience totalitaire que nous venons de décrire, le fantasme absolu des nazis était de pénétrer les esprits et de prendre le contrôle sur les pensées, exactement comme dans le roman 1984 de George Orwell. Mais comme on vient de le remarquer, l'espace du rêve résiste à la propagande nazie. Ce qui fit dire à un haut dignitaire du régime, la seule personne en Allemagne qui a encore une vie privée est celle qui dort. Le résultat auquel le nazisme souhaitait parvenir était la fabrication d'un homme soumis, docile, servile, comme étranger à lui-même. Et ça, en abrogeant la distinction entre la réalité et la fiction, entre le vrai et le faux, entre le moi et le monde. Toute ressemblance avec une situation actuelle est purement fortuite. C'est cet univers de contrôle qui est si finement décrit dans le film Matrix. Dans ce film, les hommes sont prisonniers d'un mauvais rêve qu'ils pensent être la réalité. Et il n'est pas inintéressant de noter, je le souligne, que le personnage qui ouvre la conscience du héros, Néo, n'est autre que Morpheus, c'est-à-dire Morphée, le dieu des rêves. Comme si le rêve permettait métaphoriquement dans ce film de séparer les faits et la fiction, la réalité et l'imagination. Bien avant Matrix, en 1967 très exactement, l'écrivain Guy Debord avait eu ces mots. Le spectacle est le mauvais rêve de la société enchaînée qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. Faites l'expérience par vous-même et remplacez spectacle par matrice et vous obtenez le propos du film Matrix. Matrix, mais également Total Recall, Vanilla Sky, Inception, The Game et j'en passe. Tous ces films travaillent à la même question, celle du brouillage entre la zone du rêve et la réalité. Brouillage qui est accompli soit par des États, soit par des firmes privées. Mais en analysant de près ces films et leurs messages, et en comparant ces messages à ce que nous pouvons observer autour de nous, tout se passe comme si le vieux fantasme totalitaire des nazis de contrôle était sur le point d'être exaucé. Cette hypothèse, certes radicale, est incarnée par Jonathan Crary dans son ouvrage 24/7, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous-titré « Le capitalisme à l'assaut du sommeil ». Le capitalisme actuel, pour Jonathan Crary, se caractérise par un internel présent, un temps sans interruption, où les marchés fonctionnent, comme vous le savez, 24 heures sur 24, tout comme les réseaux sociaux où nous communiquons, tout comme certains jeux vidéo qui demeurent actifs, même lorsque vous interrompez votre partie. Tout comme les magasins sur lesquels vous pouvez faire vos emplettes à 2 heures du matin sur Amazon. Si bien que le sommeil, notre sommeil, devient une activité coupable. Imaginez que l'armée américaine travaille actuellement à comment fabriquer un soldat sans sommeil. Aujourd'hui un soldat, demain qui? Vous? Moi? Cela vous paraît peut-être délirant, mais imaginez que déjà, aujourd'hui, les adultes dorment 1h30 de moins par nuit qu'il y a 30 ans. Après la colonisation et la conquête spatiale, le rêve est le dernier Eldorado du capitalisme. Notre sommeil est colonisé et par là même nos rêves. Écran bleu qui empêche de trouver un sommeil serein, stimulation incessante par l'image qui empêche l'individu de former des images qui lui soient personnelles, qui lui soient intimes. En un mot, impossible pour lui de faire travailler son imagination, de sublimer. C'est un véritable hold-up sur l'imaginaire que se livrent les médias et l'industrie du divertissement. Le modèle pourrait être Las Vegas, la ville qui ne dort jamais. Sous couvert de fun, elle enferme ses visiteurs dans un présent perpétuel où le réel et l'imaginaire ne font qu'un, où le dedans, l'intime, et le dehors, le marketing, le formatage de nos désirs, se confondent.